Deuxième partie du débat sur Direct Gestion après une fin de semaine en fanfare, plus 7% sur la CAC 40 et les indices européens. On s'interroge ce matin, est-ce que le rebond est durable? Est-ce qu'on est reparti? On en parle avec Véronique Riche-Flores de RF Research et Loïc Bécu, le directeur de la gestion diversifiée d'Amundi Group. On précise aussi que c'est le patron d'Amundi Patrimoine, le flagship d'Amundi, le fonds patrimonial par excellence, 6 milliards d'euros. Voilà, c'est pas un petit fonds. Plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards. Alors, Loïc, expliquez-nous, parce que quand même il y a sûrement des dizaines de milliers de personnes qui participent à ce fonds et le regardent tous les jours. 500 000 porteurs, oui. Combien? 500 000 500 000, oui, donc grosse responsabilité. Comment on fait? Comment vous êtes investi aujourd'hui? Comment vous gérez Amundi Patrimoine? Alors nous, comme on est plutôt positif sur l'économie, notamment sur l'économie européenne, on est plutôt investi en majorité en actions européennes, autour de 44%. Voilà. Après, on est aussi positif sur les actions japonaises. Par contre, on laisse de côté tout ce qui est pays émergents et économie américaine, donc tout ce qui est actions américaines. Après, sur la partie obligataire, on est surtout investi aujourd'hui sur la dette d'État américaine. Parce que sur du 10 ans, aujourd'hui, vous avez plus de 2% de rendement. Sur du 30 ans, vous avez plus de 3% de rendement. Et là, on est largement supérieur à ce qu'on peut trouver en zone euro, puisque le 30 ans allemand, on est autour de 1,5%. Donc, c'est 2 fois plus de rendement qu'on peut trouver sur l'économie, sur la dette d'État américaine. Ça, c'est un point, je dirais, extrêmement positif. La deuxième chose, c'est que le high yield américain, on le met de côté. Par contre, on est toujours investi sur du haut rendement zone euro. Là, on est sur du 6% en moyenne de rendement et sur de la dette émergente. Alors évidemment, on va bien sélectionner les États émergents parce qu'on va prêter à des États émergents et c'est de la dette libellée en dollars. Voilà. Et là, on est sur entre 6 et 8% de rendement. Voilà, donc il est possible encore de trouver du rendement moins volatile que ce qu'on peut trouver sur les actions. On rappelle d'un mot, hein, Amundi Patrimoine, c'est le fonds flexible, c'est-à-dire qu'il est aussi bien investi en actions qu'en obligations. La répartition aujourd'hui? Univers monde, multiclasse d'actifs. Aujourd'hui, on est à peu près 45% d'actions, 55% taux. D'accord. Et vous nous disiez juste pendant la pause, effectivement, que dans le creux qu'on a connu actuellement, on avait par rapport à l'Eurostock des dividendes qui étaient supérieurs à 4,5. C'est à peu près la promesse d'Amundi Patrimoine. Voilà, alors en donc, fait, il faut retourner dans ce cas. Exactement. En fait, alors après, ça marché inchangé, mais avec la baisse récente des marchés financiers, c'est vrai que en zone euro, 4,5% de rien que de rendement avec les dividendes pour la zone euro en 2016, à comparer aux 10 ans allemands où on est à 0,45%, c'est 10 fois plus. Donc, il faut l'avoir en tête que malgré tout, il faudra aller investir sur les actifs un peu plus risqués pour améliorer le rendement je dirais, des fonds flexibles ou des fonds diversifiés de façon assez générale. Si je comprends bien, en fait, le piège pour beaucoup de gestion, c'était d'être rentré un petit peu trop tôt en fin d'année, de se dire voilà, peut-être tenter le rallye de fin d'année. Exactement. Alors nous, on est un peu rentré trop tôt, faut l'avouer, mais le deuxième piège, c'était de finalement couper l'ensemble des positions la semaine dernière. Ce qu'on n'a pas fait. Donc on participe et on profite au rebond d'hier et je pense d'aujourd'hui. Pourquoi les gestions sont fait piéger? C'est peut-être le fait, Véronique Riche-Flores, de cette divergence des politiques monétaires. C'est vrai que ce mois de décembre, il a été compliqué. On a vu un Mario Draghi un petit peu, qui gardait quelques cartouches, peut-être en tout cas qui a déçu les marchés, qui en attendait beaucoup. Janet Yellen qui a enfin franchi le premier pas de la hausse des taux. Voilà, plus le news flow, on en a parlé. En tout cas, c'est vrai que ça a créé de l'incertitude et de la volatilité sur les marchés. Je pense que les divergences, effectivement, sont pas bien perçues. On a eu aussi beaucoup d'incertitudes des banquiers centraux. Finalement, quand on récapitule les 6 derniers mois, la Fed, j'y vais pas, enfin peut-être, finalement j'y vais, mais on n'a pas trop compris d'ailleurs pourquoi en décembre, elle remontait ses taux plus qu'en septembre quand elle ne l'a pas fait. La BCE qui avait plutôt laissé entendre qu'elle pourrait faire davantage et qui finalement ne fait quasiment rien au mois de décembre. Donc tout ceci montre que la crédibilité dans les politiques monétaires était très forte dans le cycle boursier de ces dernières années et que là on sent bien qu'il y a beaucoup moins de crédibilité parce que la situation est très compliquée. Donc moins de visibilité également. Ça veut dire quoi par exemple les anticipations maintenant RF Research, donc vous pouvez conseiller un gérant, les gérants qui vous écoutent en tout cas pour l'année 2016. Ça y est, on sait qu'elle va être compliquée, peut-être encore plus volatile qu'en 2015. Bon, maintenant je pense que les gérants sont habitués, mais vos anticipations pour cette année 2016, qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on est comme Loïc Bécu à la tête d'Amundi Patrimoine entre les actions, les obligations? L'allocation, c'est quoi? Alors l'allocation, je dirais que pour l'instant au temps où on parle, c'est toujours pour moi
moi une allocation qui sous-pondère les actions internationales. Maintenant, on a beaucoup baissé effectivement d'ores et déjà. On peut, comme je le disais tout à l'heure, avoir des phases de respiration. Mais il me semble que pour les 100 prochains jours, grosso modo, donc les 3 mois de l'année, la tendance sera encore baissière. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait des respirations? Bien évidemment, on l'a vu, une action éventuelle des banques centrales. Attention, la Banque du Japon, à la fin de la semaine, risque de revenir. C'est la réplique à la BCE. Hein, c'est-à-dire, on sent bien que la remontée du yen, pour le Japon est assez insoutenable et que la Banque du Japon sera probablement poussée à agir pour accompagner la BCE et éviter que la devise japonaise ne s'apprécie. Donc finalement... Ça s'apprécie aussi cette devise parce que ça reste une valeur refuge, on le sait, en situation de crise. Oui. Cru sur le yen toujours. Oui, tout à fait, mais et du coup, valeur refuge parce que les Chinois, enfin la devise chinoise se déprécie, parce que l'euro est en train à nouveau potentiellement de rouvrir une fenêtre à la baisse avec l'action de la BCE. Donc les Japonais ne peuvent pas absorber tout ça, et notamment le Nikkei, qui est très menacé si jamais la devise japonaise venait à remonter. Donc je pense qu'effectivement, on va avoir une réplique de la Banque du Japon, donc on va être rentrer dans une phase d'engouement en se disant ça y est, toutes les banques centrales sont là et puis la Fed va pas remonter tout de suite, donc ça peut être porteur. Mais vous dites ça peut être un feu de paille, là, le temps des annonces. Probablement dans ce cas-là un feu de paille. Alors le temps des annonces, après est-ce que c'est 24 heures ou 2 semaines, c'est plus difficile à dire, mais je pense que ça remet pas en considération, en cause, la tendance baissière du marché. Donc moi je reste plutôt réservée sur les actions, plutôt acheteuse d'obligations encore. Donc de protection finalement. De protection, effectivement. Votre vocation c'est pas de vendre, on a très peu de gérants ici qui sont dans ces fameux hedge funds qui arrivent à vendre le marché. L'idée, quand vous entendez ça, la tendance sera baissière, c'est ce que disent quand même certains économistes, beaucoup d'analystes techniques. C'est des niveaux qui ont été cassés, donc les flux sont là, ils vont s'alimenter et on serait finalement dans une pause, dans une tendance quand même baissière qui nous entraînerait, attention, les prévisions sont assez basses, 3008, 3006. Vous les connaissez d'ailleurs. Alors, espérons que ça ne fonctionne pas. Non, ce qu'on pourrait juste mettre en avant, c'est que la plupart des gérants comme moi, gestion diversifiée, où on collecte beaucoup d'argent, puisque souvent c'est le vase communicant par rapport au fonds en euros transformé en unité de compte, je dirais qu'aujourd'hui après il y a des phénomènes techniques par rapport je dirais à ce qu'on pourrait analyser au niveau de l'économie. Dans ces phénomènes techniques, il y a la problématique de rendement. C'est vrai que quand vous démarrez l'année avec un éolien marché monétaire à moins 0,20, que les taux d'intérêt obligataires européens sont plus bas que le 1er janvier 2015, il reste qu'une classe d'actifs sur lesquels vous pouvez espérer faire un peu de performance, c'est le marché action. On traduit éolien tout ça, ça veut dire que sur les placements sécurisés, on ne gagne plus rien. Exactement. On perd de l'argent. Donc il reste les actions. Donc j'ai bon espoir finalement qu'il y ait un flux non négligeable qui reste investi sur les actions. Après il y a deux choses. Il y a aussi tous les contrats d'assurance vie en euros aujourd'hui qui ont continué de collecter l'année dernière, au mois de novembre et au mois de décembre. Tous ces gens-là sont plutôt sous-investis en actions dans le fonds en euros en tant que tel. Aujourd'hui, ils pourraient venir acheter le marché puisque pour eux c'est finalement une aubaine. Depuis le début de l'année, on est en baisse quasiment de 10%. Le but, c'est essayer de réaliser des bénéfices jusqu'au mois de juin sur le premier semestre pour finalement après les transformer en bénéfices distribuables et le transformer pour le rendement du fonds en euros. Et là, la bonne chose, ça serait que ces gens-là viennent aussi un peu investir sur le marché. Alors, comment se fait-ce que, alors voilà, quand on démarre l'année avec les soldes, alors là, c'est pas seulement dans les boutiques, là, c'était sur le marché, on a moins 10, moins 15%, rien ne se passe, les flux sont là, mais très timidement. On a une hausse alors assez spectaculaire, on était à 3,5, 4% vendredi, finalement on finit à 3, on a un rattrapage, mais qui n'est un rattrapage, on voit que ce matin, ça ne se poursuit à où sont les institutionnels, les assureurs qui devraient acheter ce marché complètement soldé. Alors voilà, là on est pile poil sur les problématiques techniques. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand le marché baisse très rapidement. Parce que quand il baisse très rapidement, c'est-à-dire en 2-3 jours, vous avez la volatilité qui monte très fortement. Et quand vous avez la volatilité qui monte très fortement avec un marché qui baisse rapidement, vous avez déjà tous les fonds structurés qui ont tendance à faire office de protection en vendant une partie de leur position. Les fonds structurés, c'est les fonds garantis. Par exemple, les fonds garantis qui vont gérer leur budget de risque. Au fur et à mesure que ça baisse et que la volatilité monte fortement, ils sont obligés de réduire le budget de risque. Ils sont obligés de vendre les fondamentaux. Exactement. Et de
l'autre côté, par contre, un contrebalancier pourrait être les assureurs dont je parlais tout à l'heure, mais les assureurs ne sont pas présents parce que cette volatilité reste extrêmement élevée. Il suffirait que dans les prochains jours, finalement, le marché se stabilise sur ces niveaux-là ou monte légèrement et que cette volatilité ait tendance à rebaisser, parce que sur le V2X européen, on est monté jusqu'à 34%. Aujourd'hui, on est redescendu à 28%, mais on pourrait revenir sur une moyenne autour de 22-24%. Alors que le plus bas, on était vers les 18. Ça, c'est un point supplémentaire pour que les fonds garantis rachètent un petit peu finalement d'actifs risqués et à côté de ça, que les assureurs viennent se mouiller un petit peu sur le marché en venant acheter à bon prix, je dirais, des marchés actions qui deviennent peu volatiles puisque stabilisés. On comprend mieux donc ce qui se passe sur les flux. C'est la faute à la volatilité finalement, sauf que cette volatilité, elle signe son grand retour. Elle ne va pas forcément s'arrêter. On le voit notamment sur ce baril du pétrole très compliqué à évaluer. C'est plus politique, on le sait, qu'économique. Et pourtant, les marchés, corrélation parfaite, chute du baril, chute des marchés, reprise du baril ou stabilisation du marché, c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Oui, je pense, parce qu'on voit bien que cette baisse du prix du pétrole menace à la fois l'économie américaine, pour une bonne partie quand même de cette activité, et puis le monde émergent dans sa globalité. Et donc aujourd'hui, on a une économie mondiale et des résultats des entreprises qui sont quand même essentiellement le fruit de ce qu'on escompte dans le monde émergent, pas uniquement pour les 3 prochains mois, mais de manière structurelle. Donc si on n'a pas, et on va voir d'ailleurs, je pense que les prix du pétrole peuvent se stabiliser, mais ils ne remonteront certainement pas tout de suite parce qu'on a une grande incertitude. Est-ce que les ajustements en termes d'offres vont être suffisants pour évacuer le risque de baisser aux alentours des $20 ? C'est quand même ce risque qui est en tête de pas mal d'opérateurs. Et est-ce que derrière ça, une fois qu'on a la stabilisation du prix du pétrole, est-ce qu'on commence à avoir des indicateurs chinois qui s'améliorent ? J'ai bien peur que non. Donc on risque d'avoir des déceptions. Oui, le prix du pétrole stabilise, mais enfin, on escompte peut-être beaucoup de cette stabilisation des prix du pétrole. Si l'histoire est émergente, c'est-à-dire il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi la Chine. Oui, c'est très complexe, d'où cette volatilité. Oui, parce que derrière le pétrole, finalement, qu'est-ce que le marché avait peur de quoi ? De défaut de paiement de pays comme l'Argentine, le Venezuela, peut-être le Mexique, le Brésil demain. Et après tout ça, derrière, c'est Petrobras au Brésil. Petrobras, c'est l'équivalent de Total en France, est endetté pour 200 milliards de dollars. Donc il suffit avec Petrobras, c'est un début de défaut de paiement. L'État brésilien serait là, mais dans des faibles proportions, puisque en ce moment, on est plutôt en récession. C'est la contagion qui serait dangereuse, c'est-à-dire un petit peu comme on avait connu sur une autre classe d'actifs, les CDS, les bonds sur les banques américaines. Là, on aurait effectivement, s'il y a une compagnie qui tombe, ça ferait un effet domino sur le high yield d'abord, le rendement très risqué, et puis peut-être sur d'autres compartiments de la Exactement, parce que le Venezuela, l'Argentine, c'est des petits contributeurs à l'ensemble du PIB mondial, mais si derrière vous attaquez sur le Brésil et derrière sur des sociétés comme Petrobras, oui, c'est un effet qui se propage pas qu'aux États et à toute la sphère crédit. Il y a le high yield plus le crédit classique. Voilà, c'est le Brésil, on rappelle, 7e économie mondiale, évidemment en récession, et puis avec des perspectives assez négatives. On a eu celle du FMI le mois dernier. Loïc Bécu, on termine avec vous. Du coup, en tout cas, si ce rebond se prolonge et si les assureurs, faute de volatilité, enfin avec une volatilité en baisse, reviennent sur le marché, quels sont les secteurs sur lesquels il faut se positionner en ce moment, c'est ceux que vous observez? Alors, c'est là où c'est. Alors, évidemment, ce qui est tentant, c'est de revenir un peu sur le secteur pétrolier et parapétrolier. J'ai dit massacré. Complètement massacré. Bon, c'est tentant, c'est un pari qui peut être hasardeux. La prochaine réunion de l'OPEP, c'est qu'au mois de juin. Donc, on a un peu le temps et ça peut continuer de baisser, comme on le disait tout à l'heure. Bon, un autre secteur que nous, on aime bien et qu'on commence à regarder, c'est le secteur aurifère, en fait. On en parle peu, mais toutes les valeurs aurifères cotées, ça fait 4 ans qu'elles sont en baisse. Elles ont perdu 80% de leur valeur sur les 5 dernières années. On se dit qu'à un moment ou à un autre, tout vaut quelque chose. Ces sociétés se sont restructurées, elles commencent à finalement fusionner entre elles. Et le point extrêmement important, c'est que la baisse du prix du baril de pétrole leur permet de baisser le coût de revient. Il faut beaucoup d'énergie pour produire de l'or. Donc le baril de pétrole a permis de rebaisser à une moyenne de 950 $ l'once le prix de production, alors qu'on était bien au-dessus des 1000 $ l'once avant cette baisse du prix du baril de pétrole. Donc on est aussi positif sur ces valeurs-là. Voilà, avec une once d'or qui est revenue sur les 1100 $, du coup, ça redevient intéressant pour ces sociétés. Voilà, merci en tout cas pour nous avoir éclairé ce matin dans le débat sur Direct Gestion. Le rebond est-il en cours? On se méfie. Prudence du côté de RF Research. Véronique Riche-Flores nous dit attention, vaut mieux jouer la prudence pour les 3 prochains mois. Loïc Bécu, lui, reste investi à la tête d'Amundi Patrimoine et nous conseille effectivement, pourquoi pas, outre le
secteur du pétrole peut-être, les mines d'or. Voilà, des idées en tout cas, des recommandations. On aura l'occasion d'en parler, messieurs, dames, avec vous sur ce plateau. Cette édition de Direct Gestion est en tout cas terminée pour ce matin. On se retrouve dès demain pour un débat spécial immobilier. Tout de suite, c'est Lucie Morlot qui revient pour Direct Investisseur. Bonne journée à tous.